Ils ont de plus sur la tête, donc en parlant des rois, un bonnet long ombiliqué au sommet. Il parle de cette couronne blanche-là, d'accord? C'est ça. Elle est ombiliquée, d'accord? Au sommet. C'est de ça qu'il parle. Bon, donc je reprends donc les graphies, car nous allons faire l'analyse des graphies. Vous avez donc ici à gauche le nom de cette couronne, qui est la première couronne portée par le pharaon, d'accord? Même lorsqu'il est couronné, on lui met d'abord la couronne blanche sur la tête, ensuite la couronne rouge, ensuite on les associe, d'accord? C'est clair. Parce qu'il devient le maître des deux terres. Et ce qu'on appelle les deux terres, c'est le monde visible, le monde invisible, c'est Isis, Osiris, etc. Donc c'est une représentation de l'acte sexuel ensuite. Mais à l'origine, vous verrez, il ne portait que cette couronne-ci parce qu'elle résume déjà l'acte sexuel d'une certaine façon. Ce qui peut euh, permettre de rappeler qu'en réalité, le pharaon parfois ne portait qu'une des deux couronnes. Parce que dans le fond, les deux couronnes ont représente symboliquement les deux choses, c'est-à-dire l'acte sexuel. Mis à part et associée aussi, elle représente encore la même chose. Je vais vous l'expliquer. Donc, vous devez savoir que cette couronne-ci est nommée d'après un mot égyptien que je présente ici à droite. Translitéré toujours de la même façon, sauf que pour la couronne, c'est un féminin, donc on rajoute la désinence pour le féminin qui va devenir la lettre T. Et pour le mot, c'est aussi translitéré, vous le voyez, edge. Hein, c'est lu comme ça par les égyptologues, mais c'est pas comme ça que ça se lit dans la vraie vie, parce que les solutions coptes existent. Nous allons lire d'après le copte, c'est facile, on va comprendre. Traduction, blanc, blanchir, briller, lumineux, etc. Je me limite à ces sens-ci, parce que c'est les sens qu'on trouve habituellement dans les dictionnaires, mais vous verrez, dans certains dictionnaires, on va vous dire que ça signifie clair, lumineux. Bref, quand je dis tous ces mots-là, sachez que ça veut seulement dire ce qui est vu. Parce que conceptuellement, dans la pensée symbolique des peuples soudanais, ce qu'on appelle blanc, en fait, c'est ce qui est clair, comme le jour. C'est ce qui est vu. C'est ça, le concept en arrière. Quand un Soudanais parle du blanc, Koi, par exemple, chez en Mandinka, chez les Mandingues, quand on dit Koi, qu'on traduit par blanc, blancheur, ça veut dire ce qui est vu, parce que c'est le nom de russe, en fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une manière de le nommer. On peut dire Koi, qui devient Kozi, pour dire le roi. Alors, je vais en parler plus tard. Par exemple, en Zoulou. Les Zoulous, on dit Kozi, c'est le roi. Enfin, bref. Donc, ce sont des détails. Ceci pour dire que le nom de cette couronne, c'était la couleur blanche. Ça signifie blanc, blanchir, briller. C'est la même chose. Puisque c'est le même mot, mais en fait, on se sert du thème de la blancheur pour désigner la couronne. Voilà pourquoi elle est appelée la couronne blanche. D'accord? Bon, c'est simple. Et nous connaissons la solution COP. Bon, je l'ai dit, les égyptologues lisent Edge, c'est pas ça du tout. Ils auraient pu même se baser sur le COP déjà pour comprendre, parce qu'en COP, ce mot est lu Ret, raté ou rat, pour signifier blanc. C'est comme ça que ça se lit dans la vraie vie. On ne dit pas Edge. Non. Cette graphie-ci correspond au copte Ret, raté ou rat pour signifier blanc. On peut dire ket, katé ou kat aussi. Parce que cette lettre qui débute peut être un K ou un X. Les deux formes sont admises parce que le copte a plusieurs dialectes. On peut dire ket, katé ou kat, ou ret, raté ou rat, etc. pour signifier blanc. C'est la lecture effective. C'est la lecture effective de cette graphie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais que la couronne est nommée d'après la couleur blanche et que je sais nommer la couleur blanche, par voie de conséquence, quand je dis blanc, je suis en train de nommer la couronne. Ouais, je pense qu'on a souvent fait l'exercice, ça c'est la lecture analytique, qui autorise cette conclusion. Je ne vais pas revenir sur la méthode Kuma, etc. Je pense que vous savez cela. Ce n'est qu'une question de relation logique, c'est-à-dire que je sais que la couronne blanche est nommée d'après la couleur blanche. Je sais comment est nommée la couleur blanche en copte. Ça veut dire que je sais comment est nommée cette couronne. C'est automatique. Bon. Je prends un homographe pour m'assurer de la lecture. Parce que dans l'exercice analytique, plus on a de solutions, mieux c'est, parce que ça permet d'affiner le résultat. Vous avez ici le nom de l'argent, de la monnaie.
On se sert du même symbole. Si vous observez les graphies, vous voyez que les déterminatifs changent. Le déterminatif. Pour ce qui concerne le nom de l'argent ou de la monnaie, c'est le déterminatif réputé être le thème de l'or avec 3 points qui représentent en fait l'idée générale de métal en égyptien pharaonique. Et pour ce qui concerne la couronne, bien sûr, le déterminatif, c'est une couronne. À la différence que le mot est au féminin, voilà pourquoi on rajoute la galette de pain. Mais c'est le même mot, puisque le signe directeur, vous le verrez, est toujours le même. D'accord? Donc, vous avez couronne blanche. De l'autre côté, vous avez argent, monnaie. OK? Mais la chose est que j'insiste, parce que ce sont des homographes, sur le fait qu'ils sont homographes à la condition qu'ils sont, que ces deux mots sont écrits avec le même signe, qui est le signe directeur, que j'indique ici en rouge. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'accord? C'est une sorte, vous le verrez, on dit généralement de massue. Mais son nom est aussi connu en copte, parce que par le copte, on va solutionner tout ceci. D'accord? Nous connaissons par le copte le nom de cet objet. Les égyptologues traduisent massue en copte, c'est khoté ou côté pour signifier baguette. Et même à l'oreille, vous verrez que c'est un mot déjà par sa prononciation qui se rattache, qui se rapproche du nom de la couleur blanche, qui est raté. Hein? On dit khoté pour signifier baguette, qui est la lecture effective de ce signe-ci. Et c'est pour cette raison que le scribe donc se sert de ce symbole, parce qu'il sait que ça se prononce comme la couleur blanche. Il se sert donc de ce symbole parce qu'il sait que, en connaissant le nom de cette soi-disant massue, qui en copte a hérité du nom baguette, parce qu'il n'y a pas de complication à comprendre qu'une baguette peut devenir une massue, c'est pas compliqué à comprendre, eh bien, en usant donc de ce symbole, j'atteins la vocalisation du thème de la blancheur, parce que l'idée blanc, c'est un concept abstrait. Donc, on se sert d'objets concrets. C'est le principe des hiéroglyphes, hein, je l'ai souvent rappelé à d'autres occasions. On se sert d'objets concrets pour signifier les notions abstraites, comme la blancheur, par exemple. D'accord? Voilà pourquoi on se sert de la massue. Parce qu'elle s'appelle dans le copte même comme la couleur blanche, à la différence que ce qui change ici, c'est la voyelle. Mais vous voyez que du point de vue de la vocalisation, les voyelles n'ont qu'une faible incidence, parce que je l'ai montré notamment avec le nom de russe, on peut dire kara ou kuru, mais c'est la même chose. Ce qui compte, c'est la racine consonantique, qui est le squelette en fait des mots. Bon, c'est pour cette raison, j'insiste, parce que vous devez savoir que tout est toujours lié. Les égyptologues n'ont pas la présence d'esprit d'approcher les hiéroglyphes de cette façon, mais il faut savoir que c'est comme ça qu'on comprend que c'est une langue qui est encore parlée aujourd'hui. Ce sont c'est pas quelque chose qui doit rester pour une élite qui se complaît dans les translittérations, toutes ces choses compliquées. Non, il faut comprendre, et pour comprendre, on va à la vocalisation, parce que par la vocalisation, on atteint des homographes, des homophones, etc., ce qui permet de réactualiser les concepts égyptiens, puisque ces mots existent encore aujourd'hui. Voilà. Donc, pour donc signifier argent, monnaie, vous voyez que c'est le même mot. On dit khat ou khaté, argent, monnaie. On dit khat, c'est blanc. On dit hamkhat ou hamkat, vous voyez, c'est argile blanche. D'accord? Je rappelle ces mots pour m'assurer de la vocalisation du thème de la couronne blanche. Parce que, puisque je sais que cette couronne est solutionnée par cette baguette ou cette massue, si vous voulez, eh bien, les mots de cette massue vont automatiquement être transférés vers cette couronne qui elle-même va donc pouvoir être vocalisée correctement. Bon. On aboutit donc aux solutions, ce qui est aisé, facile, par les raisons que j'ai déjà rappelées. Déjà, une chose, je vous fais observer quelque chose de fondamental. C'est que quand le scribe signifie blanc, blanchir, briller, soi-disant hedge par les égyptologues, vous voyez que l'un des déterminatifs, enfin le déterminatif, mais je peux faire le dire de toute façon, le déterminatif, c'est kara. C'est pour ça que je le mets ici en rouge. Ici à l'extrême droite, vous voyez, j'indique en rouge que déjà on voit de quoi il s'agit. Ce cercle-ci, c'est kara. Et on le revoit dans la vocalisation du nom de la couronne au sein des langues subsahariennes. En bassa, on dit kat ou kot. C'est le nom copte, c'est le mot copte pour signifier blanc. En bassa, on dit les deux choses. On peut dire kat ou kot. Voilà pourquoi cette baguette est dit khoté en copte. C'est côté. D'accord? En bassa, on dit kat bilo ou kot bilo pour signifier la couronne d'épines. Par exemple. D'accord? En bobangi, on dit ekoto pour dire le chapeau. Le « et », c'est un préfixe, bien sûr. Le mot, c'est koto, vous voyez. Pour des chapeaux, mais un chapeau, c'est une couronne. C'est la même chose. Conceptuellement, ça peut se comprendre. En Boulou, au Cameroun, on dit ékat. C'est la couronne. Enfant, écart.
Parce que le T devient un R. Le T se réalise en R. Il y a certaines langues qui roulent sur le R, comme le fang, par exemple. C'est le même mot que le bassa, je le dis, parce que peut-être géographiquement, vous ne vous représentez pas les choses. Le fang est parlé au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Ce sont des langues bantoues, toutes ces langues-ci que je suis en train de citer. Donc, c'est la même famille. Et vous voyez qu'en Djem, au Cameroun, on dit Kara pour signifier la couronne. En Ewondo, c'est Ekat pour signifier la couronne. Tous ces mots participent d'une seule et même racine. C'est le même mot, je le dis encore une fois, pour qu'on soit bien rassuré que c'est ça. Et vous voyez que c'est le nom pour signifier blanc en copte. Et c'est le nom de la couronne blanche d'Égypte, là. Ça, c'est sûr, c'est clair. C'est même pour cette raison qu'en anglais, on dit hat pour dire le chapeau. C'est ce mot-là, blanc. Parce que le copte, je l'ai dit, peut dire hat ou kat. Les deux formes sont attestées et acceptées en copte. Voici pourquoi l'anglais hérite du mot hat pour dire le chapeau. C'est ce mot-ci. C'est ça. D'accord? Mais en djem, pour que ce soit bien clair, pour que vous sachiez que je suis en train de parler du cercle parfait, en fait, c'est kara pour signifier la couronne. C'est exactement ce mot. Le djem, c'est une langue bantoue du Cameroun, du sud Cameroun. Et ce sont des formes apparentées, bassar, kat, boulou, ekat, etc. Enfin, on dit écart. Le et, c'est un préfixe, hein, je le dis encore une fois pour que ce soit bien clair, que vous sachiez bien de quoi je suis en train de parler ici. Est-ce que les choses sont claires, s'il vous plaît? Merci de le signifier, ce qui permet aussi de souffler un moment. Merci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis jusqu'ici? Est-ce que c'est clair? Merci.